Chers élèves, bonjour. Quelles sont les limites du produit intérieur brut? Pourquoi est-ce que cet indicateur économique est-il tellement critiqué à travers le monde? Ce sont deux des questions auxquelles nous allons répondre dans cette séquence et ça commence maintenant. Tout d'abord, concernant le PIB, il faut se rappeler d'une chose primordiale. C'est que, ce soit par son évolution ou par son ratio par habitant, le PIB n'est jamais qu'une mesure globale, autrement dit, une moyenne. Pour le dire autrement, le PIB ne permettra jamais d'appréhender les inégalités sociales ni leur évolution. On pourrait très bien avoir un PIB moyen par habitant qui augmente, alors même que les revenus qu'il est censé mesurer diminuent pour une majorité de la population et augmentent fortement pour une minorité d'entre elles, ce qui renforcerait inévitablement les inégalités. L'ONG Oxfam publie chaque année des articles et des communiqués de presse après des études qu'ils réalisent. Les voici compilés. Il nous disait notamment en 2016 que le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde avait dépassé celui des 99% restants. En 2016, il nous disait aussi 62 super riches milliardaires possèdent autant que la moitié de la planète. En 2019, il nous disait que 26 milliardaires possédaient autant que la moitié de l'humanité et rajoutait que la richesse des milliardaires avait augmenté en moyenne de 2,5 milliards par jour l'an dernier. En 2020, on nous disait enfin que 1% des plus riches détenaient deux fois la richesse de 92% de la population mondiale. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir qu'il faut être prudent au moment d'analyser l'indicateur PIB, puisqu'il n'est jamais qu'une moyenne. Le PIB ne dit rien quant à la répartition des richesses de la société. Il peut très bien avoir un PIB moyen par habitant qui augmente et malgré ça, se retrouver dans une situation où une majorité des habitants du pays se retrouvent dans une situation plus difficile qu'auparavant. De plus, le calcul du PIB s'appuie sur la comptabilité nationale, c'est-à-dire sur ce qui est déclaré à l'État. De fait, il ne prend donc pas en compte le travail non rémunéré, celui que l'on fait donc pour soi-même, alors même que c'est source de valeur. Il ne prend pas non plus en compte le bénévolat, alors même que c'est source de valeur et de bien-être pour une société. Il n'intègre pas les loisirs, ce que l'on produit pour soi-même, dans son verger, dans son potager. Il n'inclut pas les ventes encaissées en liquide et non déclarées à l'État, et encore moins le travail non déclaré. Il n'intègre pas non plus les activités illégales alors même qu'il y a des transactions d'argent qui ont lieu. Et enfin, il n'intègre pas non plus la qualité de l'environnement, même si cela impacte fort le bien-être de la population. Si on prend un exemple et qu'on s'arrête sur les loisirs, on pourrait décider de légiférer et de dire, tiens, les week-ends qui sont des jours fériés pour la population, on va réviser cet article de loi et dire que à partir de la semaine prochaine, les week-ends seront des jours ouvrables comme tous les autres et que les employés devront se rendre au travail pour effectuer leurs tâches. Bien sûr, cela aura pour résultat d'augmenter le PIB. Mais à côté de ça, on perdra tellement de bien-être et potentiellement de productivité au travail, qui se, traduiront par une diminution de bien-être aussi. Mais donc on pourrait changer la loi et augmenter le PIB. De même, le PIB n'intègre pas la qualité de l'environnement, c'est-à-dire que si demain on décidait d'annuler toutes, les normes antipolluantes qui restreignent, les industries polluantes de produire, des déchets toxiques, de rejeter dans l'atmosphère ou dans nos rivières des produits, nocifs. Si demain on annule toutes ces, régulations, bien sûr, ces industries polluantes, regagneraient en activité. Cela aurait des répercussions positives sur le PIB, mais est-ce qu'on s'en tiendrait mieux pour autant? Est-ce que notre bien-être s'en verrait amélioré? Certainement pas. Par ailleurs,
Toujours garder à l'esprit que le PIB prend en compte ce qui est facturé alors même que cela n'apporte strictement rien à la société. Là, vous allez en fait partie. Alors bien sûr, ici, j'ai pris des exemples pour illustrer ces propos, même s'ils sont presque absurdes. Mais la passoire pour boîte de conserve fabriquée en plastique en plus est incluse au PIB. Les machines à capsules pour faire du café sont incluses au PIB, alors même que c'est polluant et que ce n'était pas nécessaire. Les percolateurs avec du marc de café fonctionnaient tout aussi bien. Le réveil halter qui ne s'arrête qu'une fois qu'on a fait un certain nombre de levées est intégré au PIB. Le pelle-banane ô combien inutile également. Le moule à œuf carré, qui utilise ça? Pourtant, c'est intégré au PIB aussi. Le décapsuleur qui compte les capsules et la pince à boule de neige, tous ces biens et services, tous ces biens ici sont intégrés au PIB alors même qu'ils ne servent à rien. Or, on pourrait considérer que c'est anecdotique. Et c'est surtout pour vous illustrer cette notion de bien inutile qui est intégrée au PIB. Par ailleurs, le PIB prend également en compte les services facturés alors même qu'ils sont inutiles ou inutilisés. Voici d'autres exemples de ce que le PIB n'intègre pas du fait qu'il mesure que des flux annuels de production et non un patrimoine. Le PIB n'intègre pas les dégâts causés à l'environnement, on y reviendra. Il n'intègre pas non plus les richesses naturelles ou leur épuisement. Il n'intègre pas l'impact d'une catastrophe naturelle ou d'une guerre, et encore moins les créances douteuses, celles dont on sait qu'on ne sera jamais remboursé. Le PIB n'est pas non plus un incitatif à la réduction de la pollution. Autrement dit, en cas de pollution, on constate qu'il y a une double comptabilisation dans le PIB. Pourquoi? Parce que d'une part, on intégrera au PIB la production qui a contribué à la pollution. D'autre part, on intégrera au PIB la production qui aurait été nécessaire à la dépollution précédemment faite. Autrement dit, le PIB augmentera, mais le résultat final sera nul. Alors, comme le PIB valorise les biens et services à l'aide des prix de marché, il exclut par construction toutes les activités qu'ils exercent en dehors des marchés et ce qui est qualitatif, dont le bien-être, les loisirs, la sécurité, le niveau d'éducation ou encore la liberté. En outre, le PIB comptabilise de la même manière ce qui est bénéfique à la société, que ce soit des médicaments, que ce soit des biens essentiels, que ce soit des moyens de transport vertueux, mais il comptabilise de la même manière aussi ce qui lui porte préjudice, l'armement, les industries polluantes et j'en passe. Et enfin, le PIB intègre également tout ce qui est inutile, comme les machines à café utilisant des capsules, comme les Vuvuzela, comme tous ces produits qui sont facturés mais inutiles ou inutilisés. En conclusion, on pourrait dire que le PIB est un indicateur correct du bien-être social dans la plupart des cas, même s'il est important de se souvenir de ce qu'il prend en compte et de ce qu'il oublie. Les économistes, pour la plupart, sont conscients des limites du PIB et ils s'intéressent davantage à son évolution année après année qu'à son niveau absolu. L'important étant que le PIB soit calculé de la même manière d'une année à l'autre. Alors, étant avant tout une mesure comptable, le PIB ne peut pas prétendre mesurer le bien-être, et encore moins le bonheur. Or, au fil du temps, pour de nombreux politiciens, la croissance économique et la croissance du PIB allaient de pair, et cela a souvent été synonyme de croissance du bien-être. N'avez-vous jamais entendu la croissance est nécessaire? La croissance alimente les finances publiques via les impôts qui eux-mêmes servent à payer les salaires des fonctionnaires qui augmentent année après année, qui servent à financer les infrastructures publiques, etc., etc. Ou encore, plus de croissance signifie plus de bien-être et la technologie résoudra tous les problèmes. Malgré tous ces messages qui appellent à davantage de croissance, l'Europe connaît actuellement un phénomène qui appelle à la décroissance. Alors, ce terme, décroissance, est souvent tourné en ridicule par les politiciens, une partie d'entre eux en tout cas, qui l'associent à l'idée de dégradation des conditions de vie et qui disent on ne va pas revenir à l'âge de la pierre, on ne va pas revenir
à un âge où nous étions tous des paysans à travailler dans les champs. Il tourne vraiment cette idée de décroissance en ridicule, d'où le recours à une terminologie plus positive qui parle désormais de post-croissance. Alors, pourquoi y a-t-il ce mouvement vers la post-croissance? Simplement parce que peu à peu, il y a une conscientisation et on se rend compte qu'une croissance infinie dans un monde matériel fini, dans un monde où les ressources sont limitées, est une impossibilité thermodynamique et biophysique. On ne peut pas espérer une croissance illimitée année après année, alors même que les ressources sont limitées. On ne peut pas produire davantage que ce que la Terre nous donne. Et à un moment, ces ressources seront épuisées. On ne peut donc pas espérer une croissance perpétuelle. D'où la nécessité de repenser notre mode de vie et de rechercher des alternatives ne reposant pas que sur la croissance, mais bien sur le bien-être humain, en intégrant notre empreinte écologique dans chacune de nos décisions, dans chacun de nos choix économiques et sociétaux. Alors, de nouveaux indicateurs tentent de pallier aux insuffisances du PIB pour mieux appréhender le bien-être social, notamment l'indicateur de développement humain connu sous l'acronyme IDH ou encore le bonheur intérieur brut BIB, mais ils ne suffisent pas. D'où la nécessité pour chacun de réfléchir aujourd'hui à notre projet de société demain afin de faire société ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette séquence. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À très bientôt. Merci. Au revoir.